Big Bang est manifestement révolutionnaire. Elle déconstruit notre rapport à l'espace, au temps, à l'univers, au cosmos, à la fois du point de vue de sa genèse et de son devenir. Et je crois qu'on peut fondamentalement la faire remonter au début du XXe siècle, la première moitié du XXe siècle, avec quelques géants, quelques noms comme ça qui se dégagent comme étant les pères fondateurs de cette révolution. Je pense en particulier à Alexander Friedman, le grand physicien et mathématicien russe, qui sans doute fut l'un des premiers à avoir comme l'intuition de cette explosion cosmique. Je pense naturellement à l'abbé Lemaître, homme d'église et homme de foi, chanoine belge, accessoirement docteur en mathématiques, qui est peut-être l'artisan fondamental de cet atome primitif naissant en tant que nouvelle vision de l'univers et aussi d'ailleurs un des grands pionniers de la théorie des trous noirs. Et puis, du côté des observateurs, je pense à Edwin Hubble et à son comparse Vesto Slipher qui observèrent le mouvement des galaxies en tant qu'effectivement, elles semblent s'éloigner les unes des autres en adéquation avec cette idée ou cette image un peu étrange d'un univers de type Big Bang. Alors, comme toutes les grandes révolutions, comme tous les changements de paradigme, c'est-à-dire d'image du monde, il faut des conditions qui accompagnent comme ça l'émergence, mais aussi le suivi d'idées nouvelles. Je crois que dans cette époque, on peut les sentir ou les pressentir du côté de l'art, avec bien sûr une porosité symétrique des différents champs disciplinaires. C'est un peu la période où l'art abstrait s'invente, où Malevich, Kandinsky et Mondrian s'affranchissent de la représentation. D'ailleurs, Marcel Duchamp, qui pose ses premiers jalons, disait lui-même « l'art ne représente pas, il présente ». Et c'est exactement de ça qu'il est question. Dans le domaine de la musique, après que Wagner et Debussy aient laissé comme ça les accords un peu partir en lignes harmoniques divergentes, eh bien Berg, Webern et Schoenberg inventent cet art nouveau dit sériel. En sculpture, Rodin impressionne avec cet homme qui marche, mais qui marche en étant dépourvu de tête. Et je crois qu'on sent en quelque sorte les prémices de la possibilité d'une déconstruction et reconstruction fondamentale de l'image du monde, aussi bien dans un domaine littéraire, pictural, artistique en général et bien sûr scientifique en particulier. Et vraisemblablement, ce n'est pas la première fois que ce genre de révolution a pu se déployer dans l'histoire de la pensée. Naturellement, on peut référer à au grand changement de paradigme dû à Anaximandre de Millet, quelques siècles avant Jésus-Christ, le philosophe qui comprend que la Terre vraisemblablement est un caillou en quelque sorte qui flotte dans l'espace. Et on pense naturellement à Copernic qui comprend qu'il faut vraisemblablement supplanter l'héliocentrisme au géocentrisme, ce qui est souvent interprété comme une blessure narcissique, parce qu'en effet, la Terre n'est plus au centre de l'univers, mais ce qui, d'un autre point de vue, propulse également notre planète dans les cieux, ce qui lui confère également une forme de légitimité toute particulière. Alors, le modèle du Big Bang, ce qu'il dit essentiellement, c'est deux choses extrêmement simples. Ce qu'il énonce, c'est d'une part que l'univers est en expansion. Les distances grandissent et l'éloignement respectif des corps ne semble faire que croître avec le temps. Et le second point fondamental, c'est que l'ensemble de ce que nous voyons aujourd'hui dans le cosmos, ces galaxies, ces amas de galaxies, ces superamas, ces filaments, ces murs, toutes ces grandes structures de l'univers observable, étaient initialement contenues il y a un peu plus de 13 milliards d'années dans un volume extrêmement petit dont la taille était voisine de celle d'une tête d'épingle. Finalement, ce que dit le modèle du Big Bang, c'est que l'état primitif de l'univers était extrêmement dense et extrêmement chaud, et depuis ces états, l'univers s'est à la fois refroidi et agrandi. Il y a deux erreurs courantes. La première consiste à croire que le modèle préjuge de la finitude de l'univers, parce qu'en effet, qu'est-ce que cela signifierait que s'agrandir si on est déjà infini? Mais ce n'est pas le cas, parce qu'en fait le modèle du Big Bang stipule que les distances grandissent, mais cela ne nécessite pas que l'univers soit fini. Donc en réalité, la finitude ou l'infinité de l'univers reste une question absolument ouverte. Et la seconde erreur, je dirais, consiste à assimiler le paradigme, c'est-à-dire l'image globale du Big Bang, au mot Big Bang au sens littéral, en tant qu'il désignerait l'instant originel, l'émergence, pourrait-on dire, ex nihilo de l'espace et du temps à partir de rien.
De cela, le véritable modèle du Big Bang ne dit rien. Nous sommes tout à fait incapables aujourd'hui de faire face scientifiquement à la question de la création, qui est vraisemblablement davantage métaphysique ou transcendantale, dirait le philosophe Emmanuel Kant, et qui est finalement relativement peu signifiante du point de vue du modèle du Big Bang. Mais ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'au-delà de cette image de l'univers en refroidissement et en expansion, on est capable de calculer de façon très précise son évolution. On sait comment la taille de l'univers s'est comportée en fonction du temps. On sait que l'augmentation de la taille de l'univers était d'abord exponentielle, ensuite s'est comportée comme la racine carrée du temps, ensuite comme la puissance 2/3 du temps, à nouveau de façon exponentielle, peu importe les détails mathématiques. Mais ce qui est remarquable, c'est que le niveau de précision et de fiabilité du modèle est aujourd'hui extrêmement élevé, corroboré par les expériences et calculable à partir de son contenu. Alors bien sûr, il faut commencer par une petite mise en garde épistémologique. Aucune théorie en sciences de la nature n'est absolument stricto sensu certaine, aucune n'a été démontrée, aucune ne le sera jamais pour la bonne et simple raison que démontrer une théorie scientifique requérerait de la soumettre à une infinité d'expériences, ce qui est impossible, requérerait de mener chaque expérience avec une précision infinie, ce qui est impossible, et finalement préjugerait des résultats ou des mesures qui ne sont pas encore effectuées, ce qui est aussi impossible. Donc je dirais que la question pertinente n'est pas de savoir si le modèle est prouvé, naturellement il ne l'est pas, il ne peut pas l'être. La question pertinente consiste plutôt à estimer le niveau de crédibilité, la légitimité de ce modèle. Et de ce point de vue, je crois qu'il est aujourd'hui raisonnable de considérer que la théorie du Big Bang est extraordinairement fiable, peut-être comparable, en caricaturant à la marge, à la rotondité de la Terre, par exemple. Il est toujours possible d'en douter, pour la beauté de geste ou pour l'amusement, mais il n'y a pas véritablement lieu de se poser la question. Je crois que l'idée d'un univers en expansion, depuis un instant particulièrement chaud et dense vers un futur extrêmement froid et dilué, est aujourd'hui pratiquement un acquis scientifique. Naturellement, pour autant, le modèle reste perfectible et il reste déconstructible et on ne peut pas préjuger de façon absolument certaine de ce que pourrait être, dans un futur éloigné, un nouveau changement de paradigme. Les révolutions, bien sûr, sont heureusement toujours envisageables. Alors, cette crédibilité du modèle du Big Bang, sur quoi s'ancre-t-elle ? Je dirais d'une part sur un grand nombre d'observations qui ont cette caractéristique fondamentale d'être indépendantes les unes des autres. Je dirais que le modèle s'est échafaudé eu égard à un faisceau de présomptions. D'abord, nous l'évoquions il y a quelques minutes, la récession des galaxies. On voit, c'est un fait pourrait-on dire, que les corps dans l'espace s'éloignent les uns des autres. Au-delà, on observe maintenant depuis plusieurs décennies le rayonnement fossile. C'est une sorte d'écho, comme une trace, un vestige ou une trace de l'univers primordial. C'est en quelque sorte la première lumière de l'univers qui nous permet aujourd'hui de contempler l'état du cosmos peu après le Big Bang. Enfin, on mesure la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire qu'on peut calculer ce que devrait être l'abondance des différents noyaux dans l'univers et comparer aux observations. Et là encore, l'adéquation entre la prédiction du Big Bang et l'observation est remarquable et il n'y a pas de modèle concurrent. C'est important finalement, parce que la science, ce n'est pas la vérité de la révélation avec un grand V. La science finalement, c'est le meilleur modèle dont on dispose à un instant donné de l'histoire des idées. Et que par conséquent, il n'y ait pas de concurrent sérieux et crédible au modèle du Big Bang est aussi un des éléments de corroboration et de justification de la légitimité qu'on confère à cette théorie. Mais il y a bien d'autres preuves encore, preuves au sens lâche du terme pourrait-on dire. Il y a l'évolution des galaxies. Pourquoi y aurait-il évolution si nous étions infiniment loin de l'instant primitif? Et puis il y a la concordance des âges. On observe que tous les corps présents dans l'univers ont bel et bien, comme il se doit, des âges inférieurs à l'âge de l'univers lui-même. Et puis il y a ces petites fluctuations qu'on appelle les oscillations baryoniques dans le fluide de galaxies, c'est-à-dire ces irrégularités dans la répartition des points d'univers qui s'expliquent très bien dans le cadre du modèle du Big Bang. Mais en contrepoint de ce lot d'observations, ce qui est fondamental, c'est que nous disposons d'une théorie, d'un modèle extraordinairement solide, et c'est bien sûr la relativité générale d'Einstein. Cette invention ou découverte, c'est un chemin, c'est une question philosophique fondamentale sur laquelle je ne m'avancerai pas maintenant,
est vraisemblablement l'une des plus élégantes jamais proposées par l'esprit humain, au moins dans le domaine des sciences dures, parce que ce qu'elle comprend, ce qu'elle énonce finalement, tient en une phrase. La relativité stipule que l'espace dans lequel nous vivons est un objet dynamique. C'est-à-dire que l'espace est en évolution. Il n'est plus cette boîte absolue, telle que la pensait Newton ou Kant par exemple. L'espace d'Einstein a quelque chose de leibnizien, c'est-à-dire qu'il est relationnel, et il est lui-même en constante évolution. Et finalement, le modèle du Big Bang, l'évolution de l'univers, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que le mouvement propre de l'espace. Stricto sensu, on pourrait dire que les galaxies ne se déplacent pas. Les galaxies sont emportées par la dilatation de l'espace lui-même en tant qu'objet physique. Et là, on voit émerger, je crois, la cohérence du paradigme. D'une part, toutes les observations convergent vers cette image, disons en un sens métaphorique, d'explosion. Et d'autre part, le corpus théorique dont nous disposons prédit cette observation alors même qu'elle n'était pas connue par Einstein et à contrario, les observateurs n'avaient pas connaissance de la théorie qui aujourd'hui permet de sous-tendre ces observations. Et c'est ainsi qu'en quelques décennies, la vision globale du cosmos a changé d'un univers éternel, statique, homogène, vers un univers dynamique, en évolution. Et j'ai découvert par hasard, il y a quelque temps, à l'occasion de la mort de Stephen Hawking, que dans la thèse de doctorat de ce dernier, qui est donc bien postérieure aux pionniers que nous évoquions tout à l'heure, la question du modèle du Big Bang a été encore considérée comme plausible, mais pas tout à fait acquise. Donc c'est normal, changer de vision du monde demande du temps, parce que déconstruire tout ce que l'on croit savoir de notre environnement cosmique, eh bien c'est un geste très lourd, et il faut bien sûr que la qualité argumentative et observationnelle soit à la mesure de l'immensité de la déconstruction proposée. Alors ce qui est remarquable en effet, c'est qu'au-delà du modèle lui-même, qui est quand même très révolutionnaire et très étrange, et je crois même très irriguant, pourrait-on presque dire, pour l'imagination, nous sommes aujourd'hui en mesure de retracer l'histoire de l'évolution cosmologique de façon extraordinairement précise. À l'époque de Planck, c'est-à-dire 10 puissance moins 44 secondes après le Big Bang, donc extrêmement peu de temps après le Big Bang, vraisemblablement dominait ce qu'on appelle la gravitation quantique. On ne sait pas très bien ce que c'est. À dire vrai, on ne connaît pas encore les lois de la physique, l'espace et le temps tels que nous les connaissons n'existaient pas encore. Juste après, se déploie ce qu'on nomme la période de grande unification. La gravité s'est découplée. La gravité, telle que nous la connaissons, existe, mais toutes les autres interactions physiques sont encore figées, unifiées, regroupées dans une théorie dite grande unifiée. Et celle-ci va vraisemblablement entraîner ce qu'on nomme une phase d'inflation. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, parce que ça signifie qu'en très peu de temps, un milliardième de milliardième de milliardième de seconde, la taille de l'univers est multipliée par un facteur colossal. En quelque sorte, on pourrait dire que l'inflation est une étrange machine à créer, à fabriquer de l'espace. À l'issue de cette phase d'inflation, l'univers se réchauffe, les particules se créent, et Cosmos, qui est encore très jeune, qui n'est vieux que de quelques milliardièmes de seconde, est rempli d'un plasma, c'est-à-dire d'une sorte de soupe de quarks et de gluons, ces fameuses petites particules élémentaires. Peu à peu se forment les hadrons, c'est-à-dire les protons et les neutrons. Les neutrinos, qui sont des particules interagissant très peu, ce sont un peu les spectres de la physique. Les neutrinos sont des fantômes qui vont alors se découpler et se propager librement dans l'univers. Et puis, environ une seconde après le Big Bang, commencent à se former les noyaux. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse, la fabrication des premiers noyaux légers de l'univers. Se forment ensuite les atomes et l'univers commence à se recombiner. C'est-à-dire que la lumière n'interagit plus avec la matière et se propage librement dans le cosmos. Et ça, c'est une aubaine parce que ça signifie qu'aujourd'hui, nous pouvons alors accéder à une sorte de photographie instantanée de ce que fut l'univers dans ses premiers instants. Et puis viennent ce qu'on nomme les âges sombres. Cette période où finalement, sur laquelle nous avons extrêmement peu d'informations, l'univers alors était essentiellement opaque. Jusqu'à ce que se forment les premières étoiles qui vont exploser en quelque sorte, reioniser l'univers, rééclairer l'univers, former les galaxies, les trous noirs, et puis bien sûr la chimie, le vivant et ce monde complexe, diapré et protéiforme qui nous entoure.
C'est évidemment une question qu'il est interdit pratiquement de ne pas se poser. Alors, si je vous fais la réponse orthodoxe du respectable professeur d'université que je suis censé être, il faudrait que j'argumente qu'en réalité, cette question n'a pas de sens. Cette question n'a pas de sens parce que le Big Bang est la création et l'émergence de l'espace et du temps. Ce que nous enseigne la théorie d'Einstein, la relativité générale, est qu'il n'existe pas d'avant le Big Bang. Soyons très précis. Je ne dis pas qu'on ignore ce qu'il y avait avant le Big Bang, ce qui serait tout autre chose. Je dis qu'avant le Big Bang n'existe pas. Et l'image habituelle pour comprendre cette étrangeté, finalement, ce serait celle d'un explorateur qui monte vers le pôle Nord. Et ses collègues de la British Royal Society lui demanderaient « Mais qu'y a-t-il au nord du pôle Nord ?» Et bien évidemment, la réponse n'est pas « J'ignore ce qui se trouve au nord du pôle Nord ». La réponse est « Le nord du pôle Nord n'existe pas ». Pourquoi? Parce que quand on est au pôle Nord, on est effectivement au septentrion de la Terre. Il n'y a aucun point qui se trouve au nord du pôle Nord. De la même manière, ce que nous enseigne la théorie d'Einstein, c'est qu'il n'y a aucun temps qui se trouve en amont du Big Bang. Les lignes de temps, si l'on veut, convergent au moment du Big Bang, et par conséquent, il n'est pas même signifiant de s'interroger sur l'avant Big Bang. Ça, c'était la réponse orthodoxe de l'universitaire. Maintenant, il y a un petit problème avec cette réponse, au-delà du fait qu'elle est déjà insatisfaisante pour l'esprit. Et le petit problème de cette réponse, c'est qu'elle utilise la théorie de la relativité générale, qui est une théorie parfaitement maîtrisée et vérifiée, sauf justement au moment du Big Bang. Et donc la réponse que je viens de faire, et qui se trouve dans presque tous les livres de cosmologique, n'est pas tout à fait satisfaisante parce qu'elle utilise une théorie à un moment, le Big Bang lui-même, où cette théorie en réalité cesse d'être valide. Et donc pour avoir une véritable réponse à votre question « Qu'y avait-il avant le Big Bang ?», on ne peut pas utiliser la théorie d'Einstein. Il faut ce qu'on appelle une théorie de gravitation quantique, c'est-à-dire une théorie qui concilie la théorie d'Einstein avec la physique de l'infiniment petit, celle qui nous permet de comprendre les atomes, les molécules et les particules élémentaires. Le problème, c'est que cette théorie de gravitation quantique, à l'heure actuelle, nous ne l'avons pas, parce qu'elle est extrêmement difficile à échafauder, et depuis un siècle, dirais-je, les plus grands esprits de la physique théorique s'y adonnent sans véritablement trouver de solution. Alors nous n'avons pas, c'est vrai, de réponse consensuelle, mais nous avons des pistes. Par exemple, la fameuse théorie des cordes entend répondre à cette question, ou la fameuse gravitation quantique à boucle donne une réponse alternative à cette même question. Il n'y a donc pas de réponse tout à fait claire à la question de l'avant Big Bang. Mais ce qui est remarquable, c'est que ces théories de gravitation quantique, aussi diversifiées et en désaccord soient-elles les unes avec les autres, elles permettent à nouveau de la poser. Ce que je disais tout à l'heure, à savoir que la question n'a pas de sens, s'effondre en gravité quantique. Et par exemple, dans le modèle de la gravité à boucle, sur laquelle je travaille personnellement, ce qu'on observe dans les calculs, parce qu'hélas on ne le voit pas aujourd'hui avec les télescopes, c'est qu'avant le Big Bang, il y aurait eu une phase de contraction de l'univers. Et dans ce modèle, le Big Bang ne serait plus stricto sensu l'instant originel, mais il serait plutôt une sorte de goulet d'étranglement, comme ça, presque une gorge rabelaisienne qui constituerait le paroxysme de l'univers, le moment où la densité est la plus grande possible, et ensuite l'univers à nouveau commence à s'étendre, et nous nous trouvons aujourd'hui dans cette branche en expansion. Le modèle est mathématiquement cohérent, mais bien évidemment, l'enjeu contemporain, c'est d'essayer de trouver des traces observationnelles de ces élucubrations théoriques. Alors c'est très difficile. À l'heure actuelle, nous avons échoué, et je peux me permettre de le dire, travaillant précisément sur cette question, mais ce qui est tout de même encourageant et même assez excitant, c'est que la situation a beaucoup changé en 10 ans, et il est possible, voire probable, que d'ici quelques décennies, nous puissions enfin trancher expérimentalement cette question de l'existence ou non, et si oui, de la forme, de la structure de l'univers avant le Big Bang. Alors en effet, j'ai tenté de vous convaincre que le modèle du Big Bang était bien étayé, qu'il était un paradigme raisonnable, que nous étions capables de retracer l'essentiel de l'histoire de l'univers et que connaissant son contenu, nous pouvions, grâce aux équations d'Einstein, calculer son évolution. Tout cela est vrai. Mais il est extrêmement important, dans le cadre d'une démarche scientifique, de ne pas masquer les difficultés. Et le fait est, incontestablement, qu'il y a des difficultés au sein du modèle du Big Bang. J'en citerai quelques-unes.
D'abord, la matière noire. De façon assez stupéfiante, l'essentiel de la masse de l'univers est de nature inconnue. À dire vrai, les étoiles sont la totalité quasiment de ce que l'on observe, et pourtant, les étoiles ont une contribution absolument dérisoire à la masse totale de l'univers. Dérisoire. L'essentiel de la masse du cosmos est constitué de particules ou d'objets célestes inconnus dont la nature microphysique aujourd'hui échappe strictement à notre compréhension. C'est pas un petit problème quand même, hein. C'est l'essentiel du contenu du monde qui nous est absolument inconnu au niveau microcosmique et au niveau macrocosmique. Deuxième problème, l'accélération de l'expansion cosmologique. Que l'univers grandisse, nous l'avons dit précédemment, ce n'est pas un paradoxe. C'est la prédiction de la théorie d'Einstein, c'est l'observation qui vient corroborer celle-ci. Ce qui est problématique, ce n'est pas l'expansion, c'est le fait que l'expansion de l'univers soit de plus en plus rapide. Et ça, c'est étonnant parce que la gravitation freine et donc on s'attendrait à une expansion décélérée. Or, l'expansion accélère. Nous n'avons à l'heure actuelle pas d'interprétation consensuelle et dépourvue d'aporie ou de problèmes internes pour tenter d'expliquer cette accélération cosmologique. C'est un deuxième problème fondamental du modèle du Big Bang. Un troisième problème du modèle du Big Bang, je dirais avec un peu de provocation que c'est notre simple existence. Parce qu'en réalité, si l'on croit les lois de la physique telles qu'elles sont aujourd'hui bien établies, en particulier de la physique des particules, donc de l'infiniment petit, eh bien, nous aurions dû former autant de matière que d'antimatière dans les premiers instants qui suivirent le Big Bang. Et cette matière aurait dû s'annihiler avec l'antimatière et ne devrait perdurer dans l'univers quasiment que de la lumière. Nous devrions être dans un monde de photons, dans un monde d'ondes électromagnétiques. Et pourtant, je suis là, vous êtes là, il y a de la matière. Et l'existence dans les proportions observées de la matière est aujourd'hui une question qui n'est pas résolue. Et le quatrième paradoxe fondamental que je voudrais mentionner, c'est celui finalement qu'implicitement nous évoquions précédemment, c'est le Big Bang lui-même. Le Big Bang, au sens littéral, c'est ce qu'on appelle en mathématiques une singularité. C'est un très joli mot d'ailleurs. Une singularité, Gilles Deleuze était très intéressé par ce concept en philosophie. Une singularité, c'est un lieu ou un temps auquel les grandeurs mathématiques deviennent infiniment grandes. Et ce que signe une singularité, ce n'est pas, comme on le dit parfois à tort, une pathologie de l'espace et du temps. L'espace et le temps ne sont pas malades, hein. Ils n'ont pas besoin de médecins, la physique n'est pas une clinique. Ce que ça signe, c'est une pathologie de la théorie que nous utilisons pour les décrire. Et en réalité, ce qu'il faut guérir, ce n'est pas l'espace-temps, c'est l'incomplétude de notre modèle. Et là, bien sûr, ce que je laisse entendre par ce quatrième problème, c'est la nécessité de l'élaboration d'une théorie de gravitation quantique. Pourquoi est-ce que cette question est si difficile à résoudre? Pour une raison assez simple. La relativité nous apprend que l'espace et le temps sont fondamentalement la même chose. Alors qu'en physique quantique, l'espace et le temps sont traités de façon radicalement différente. Et concilier ces deux théories pose des problèmes insurmontables, ne serait-ce que parce que leur conception, leur traitement et leur rapport au temps est absolument incommensurable l'un avec l'autre. Donc il y a ici quelque chose à inventer, peut-être la gravité à boucle, peut-être la théorie des cordes, peut-être la géométrie non commutative, et plus vraisemblablement encore, ce à quoi nous n'avons pas encore commencé de penser.